Bonjour et bienvenue pour le second épisode de ma chaîne Les Histoires du Père Bassi. Aujourd'hui, l'actualité étant là, nous n'allons pas parler de Charlotte de Belgique et de Maximilien de Habsbourg, mais nous allons revenir un peu plus longuement sur le comte de Paris, décédé ce lundi 21 janvier 2019, et à travers lui évoquer la querelle opposant en France, au sein des monarchistes, les légitimistes et les orléanistes. Venons-en sur le comte de Paris, décédé ce lundi 21 janvier. Le comte de Paris est un prince d'Orléans, Henri d'Orléans. Il est le descendant direct du dernier roi des Français, du dernier souverain ayant régné sur la France, le roi Louis-Philippe. L'actuel comte de Paris est né en 1933 au manoir d'Anjou, dans la région bruxelloise, dans la commune de Woluwe-Saint-Pierre. Il est né chez nous en Belgique parce que, depuis 1886, une loi de la Troisième République française, appelée la loi d'exil, interdisait le sol français aux descendants des familles ayant régné sur la France, famille royale et impériale, les Bonaparte étant également touchés. Seuls les aînés des branches ayant régné sur la France, seuls les aînés des familles ayant régné sur la France et leurs héritiers mâles étaient frappés de cette interdiction. Les cadets, les enfants des frères cadets, les neveux et nièces cadets, eux, n'étaient pas concernés par cette loi d'exil. Cette loi d'exil les empêchait de venir sur le sol français, d'y étudier, de servir dans l'armée. Cette loi d'exil sera abrogée en 1950 par le président de la République française, Vincent Auriol, et une exception sera accordée en 1947 à l'actuel comte de Paris décédé il y a quelques jours, qui put faire son baccalauréat dans la ville de Bordeaux. L'actuel comte de Paris, décédé cette semaine, était le fils de Feu, le fameux comte de Paris, que vous avez certainement toutes et tous connu, et dont voici une image. C'était le comte de Paris qui a vécu durant tout le XXe siècle, né en 1908, décédé en 1999. Il a été un des derniers personnages influents dans la famille des Orléans, et il a contribué au retour des Orléans sur le sol français. Venons-en à cette querelle dont on parle depuis plusieurs jours, la querelle entre les orléanistes et les légitimistes. Qu'est-ce que cela veut donc bien dire? Les orléanistes, vous l'aurez compris, ce sont les descendants des Orléans, les descendants du roi Louis-Philippe Ier, roi des Français, qui descendait lui-même de Monsieur, le frère du roi Louis XIV. Les légitimistes, eux, descendent directement de Louis XIV. Ces deux tendances au sein de la monarchie française s'opposent sur ce qu'il adviendrait si, d'aventure, la monarchie revenait sur le trône français. Les deux réclamant pour leur clan et pour leur famille le trône de France, en arguant par rapport aux lois fondamentales du royaume et d'autres choses dont nous allons reparler. Mais d'où vient cette querelle? Où trouve-t-elle son origine? Remontons dans le passé. 1815. Napoléon est battu à Waterloo et la monarchie est restaurée en France. Le frère cadet de Louis XVI, le comte de Provence, devient roi sous le nom de Louis XVIII. Il revient en France avec toute sa famille et avec son frère également, le comte d'Artois, le futur Charles X. Les Bourbons sont rétablis sur le trône de France. On parle de la restauration de la monarchie. Mais restauration de la monarchie, 1815, la France a connu la Révolution,
ses réformes, l'Empire avec Napoléon. La tâche de Louis XVIII qui revient sur le trône n'est pas une tâche facile. Il doit réconcilier les Français. En effet, dans ses bagages, il revient avec tous les émigrés, tous ces nobles français qui, dès les préludes de la Révolution française, ont fui la France et ont vécu à l'étranger. Tous ces nobles, toutes ces personnes ayant fui la France révolutionnaire, reviennent avec un sentiment, sinon de revanche, en tout cas de justice. Ils désirent recouvrer leurs droits. Ils sont nostalgiques de la monarchie de l'Ancien Régime, la monarchie absolue de droit divin. Mais en France, le pays a évolué, le corps social s'est transformé, la Révolution a amené ses réformes, liberté, égalité, fraternité, ces mots ne sont plus vains, ils ont constitué tout ce qui fait la France de 1815, Napoléon, avec les guerres, les apports qu'il a apportés, le code civil, etc. Louis XVIII se rend bien compte qu'il ne pourra plus régner comme son frère Louis XVI avait régné avant 1789. Il est conscient des efforts et des réformes à faire encore, et il décide d'établir une sorte de monarchie un peu constitutionnelle, à l'image de ce qui a lieu et de ce qui prévaut en Angleterre. Charles X, lui, le futur Charles X, le frère de Louis XVIII, lui, n'est pas dans cette lignée. Pour Charles X, la monarchie doit être rétablie dans son plein droit. On doit revenir aux anciennes lois, aux anciennes lois de la France. La monarchie de droit divin doit être rétablie de façon définitive. Il n'est pas question de transiger par rapport à ça. Louis XVIII n'a pas d'enfant et n'en aura jamais. Par contre, Charles X, lui, a plusieurs fils. Ce sont donc eux qui sont un peu l'espoir de la couronne. Charles X a un premier fils, Louis-Antoine, qui est duc d'Angoulême. Il a épousé sa cousine germaine, Madame Royale, la fille des défunts Louis XVI et Marie-Antoinette. Eux non plus, Louis-Antoine et Madame Royale, n'ont pas d'enfants. Tout l'espoir des monarchistes français et de la succession des Bourbons repose donc sur le deuxième fils du comte d'Artois, futur Charles X, le duc de Berry. Le duc de Berry a épousé Marie-Caroline des Deux Siciles, une petite nièce de la reine Marie-Antoinette. Et eux, comme on dirait, travaillent pour le trône, travaillent pour la France, puisqu'ils ont une descendance. Mais le duc de Berry est ce qu'on pourrait qualifier un réactionnaire. Réactionnaire car il veut le retour à l'ancienne monarchie. Comme son père, le futur Charles X, il pense que seule la monarchie de droit divin pourra sauver la France. Il s'oppose donc aux républicains, aux partisans de la Nouvelle-France, et il représente une menace pour tous ceux qui ont peur que la France retourne dans l'ancien temps. Dès lors, en 1820, en plein Paris, il sera assassiné. En assassinant le duc de Berry, c'est toute la dynastie des Bourbons qui est ébranlée. En effet, je viens de le dire, Louis XVIII n'a pas d'enfant, Charles X est son successeur, il a deux fils, on l'a vu, Louis-Antoine qui n'en a pas, et maintenant voilà que le duc de Berry décède et son épouse, la duchesse de Berry, n'a pas encore mis au monde de fils. C'est le cataclysme. Heureusement, la duchesse de Berry, au moment du décès de son mari, était enceinte. Quelques mois plus tard, naît celui qu'on appelle l'enfant du miracle. Dès sa naissance, il est titré duc de Bordeaux, Bordeaux ayant été la première ville de France à avoir accueilli avec chaleur le retour de la monarchie 1815, et donc, pour remercier les Bordelais, le premier petit-fils de Charles X est titré duc de Bordeaux. 1824, Louis XVIII décède, Charles X, son frère, lui succède. Charles X n'a pas compris les évolutions de la France. Il décide de se faire sacrer à Reims, comme dans l'ancien temps. Le couronnement, le sacre, toute la cérémonie.
il la suit pleinement. Charles X devient donc roi. 1830, 6 ans après, il est chassé du trône. En effet, Charles X n'a pas compris les évolutions de la monarchie. Charles X est contraint d'abdiquer après les 3 journées révolutionnaires, les fameuses 3 glorieuses, immortalisées dans le célèbre tableau d'Eugène Delacroix, La liberté guidant le peuple. La révolution de 1830 chasse donc les Bourbons du trône de France. Charles X abdique en faveur de son fils aîné, qui abdique à son tour. Donc Charles X abdique, son fils Louis-Antoine abdique également. Louis-Antoine considère qu'il a régné quelques minutes entre l'abdication de son père et la sienne. Il se fait appeler Louis XIX, même si c'est fortement contesté. Et arrive sur le trône le cousin de Louis XVIII et de Charles X, le duc d'Orléans, Louis-Philippe. Louis-Philippe devient donc roi en 1830. Mais il décide de marquer une rupture et un changement radical par rapport à ses cousins. Il ne se fait pas appeler roi de France, mais roi des Français. Il prête serment sur une constitution. Il ne se fait pas sacrer ni couronner à Reims. Il adopte une vision de la monarchie plus moderne, inscrite dans les temps de l'époque. Il a compris les évolutions de la France, il les accepte et il essaye de véritablement faire la synthèse entre toutes ces Frances, les nostalgiques de la Révolution, ceux de l'Empire, ceux de la Restauration. Et pendant 18 ans, il règne sur la France. Mais pour ses cousins Bourbons, il est et restera toujours l'usurpateur, celui qui leur a volé un peu le trône. Car pour Charles X et sa famille, les Orléans ne sont pas légitimes sur le trône. Ce sont eux les légitimes, d'où l'appellation de légitimistes. Pour Charles X et sa famille, donc son fils Louis-Antoine, son petit-fils, le duc de Bordeaux qui deviendra comte de Chambord, le trône leur revient de façon légitime, car, selon les lois dynastiques françaises, un roi n'abdique pas. Le trône, il le reçoit suite au décès de son prédécesseur, la fameuse formule « le roi est mort, vive le roi ». Il n'y a pas d'interruption de la monarchie, une continuité. Le roi meurt, automatiquement quelqu'un lui succède. Le trône, on le reçoit de Dieu et donc on n'y renonce pas. C'est la vision des légitimistes. Pour les Orléans, eh bien non. Le trône, on le reçoit aussi d'une certaine façon de la Providence, mais il y a un contrat social qui s'établit entre le roi et son peuple, entre le roi et les Français. Lorsque Louis-Philippe est lui-même chassé du trône en 1848, il part, il quitte la France, et c'est là que la querelle va véritablement naître. Quid, si la monarchie doit revenir en France, qui va régner sur la France? Louis-Philippe, en 1830, a accepté un des acquis majeurs de la Révolution, à savoir le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge. Tandis que Charles X et ses descendants, eux, ne voient que le drapeau blanc, le drapeau royal, le drapeau de l'Ancien Régime. Et dès lors, la querelle va déjà apparaître autour du drapeau. Les légitimistes revendiquent le trône. Le comte de Chambord, qui est le petit-fils de Charles X, souhaite revenir sur le trône en lieu et place de ses cousins Orléans. Là, entre-temps, en France, il y a d'abord la Deuxième République, avec le premier président, Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de Napoléon Ier. Celui-ci rétablit l'Empire, ce sera le Second Empire, Napoléon III, de 1852 à 1870. 1870, défaite de Sedan, Napoléon III est déchu, et à cette occasion, la République est à nouveau proclamée en France, c'est la Troisième République. Les débuts de la Troisième République ne sont pas évidents. En effet, les députés qui siègent à l'Assemblée nationale
sont en grande majorité des monarchistes favorables au retour de la monarchie en France. Mais entre eux, ils ne s'entendent pas. Il y a parmi tous ces députés des légitimistes favorables au comte de Chambord et des orléanistes favorables au duc d'Orléans, descendant de Louis-Philippe d'Orléans, descendant du roi Louis-Philippe. Et les deux clans s'opposent. Un accord semble être trouvé à un moment donné, dans les années 1870, un accord semble être trouvé. Les Orléans font un pas de côté et acceptent que le comte de Chambord, qui est en quelque sorte l'aîné des Bourbons, l'aîné des Capétiens, puisse revendiquer le trône. Mais un problème majeur va arriver. Le comte de Chambord est prêt à devenir roi de France. La couronne lui est offerte sur un plateau par l'Assemblée nationale, mais patatras, tout s'écroule. Le comte de Chambord refuse de façon catégorique le drapeau tricolore. Il veut le drapeau blanc. C'en est trop. Les monarchistes s'étripent à l'Assemblée nationale et, entre-temps, les républicains reprennent le dessus. Le fameux amendement du député Wallon est voté en 1875. C'était le nom du député, le député Vallon, l'amendement Vallon, bien connu des républicains. Cet amendement qui instaure et établit de façon définitive la République, 1875. Le président est élu pour une durée de 7 ans. Il est élu par les chambres. Cela est décidé, cela est établi. Entre-temps, le comte de Chambord décède en 1883. Alors, les Orléans reprennent le dessus. Ils s'estiment à nouveau légitimes et la famille d'Orléans prétend être la seule légitime. Le chef des Orléans se proclame chef de la Maison de France et c'est eux qui, jusqu'à aujourd'hui, se réclament et prétendent être les véritables descendants légitimes du roi Louis XIII, le père de Louis XIV, et qui estiment être les seuls capables de pouvoir régner sur la France si d'aventure la monarchie était rétablie. Oui, mais pourquoi est-ce qu'on dit encore qu'il y a cette querelle entre orléanistes et légitimistes? Eh bien, parce que les légitimistes existent toujours. En effet, en Espagne, les descendants du roi Alphonse XIII, l'arrière-grand-père du roi Philippe VI d'Espagne, que vous connaissez tous, eh bien, prétendent encore, eux aussi, au trône de France. En effet, les rois d'Espagne actuels sont les descendants en ligne directe de Louis XIV. En effet, en 1700, c'est le petit-fils de Louis XIV, Philippe, qui devient roi d'Espagne sous le nom de Philippe V. C'est donc l'ancêtre du roi Philippe VI, Felipe VI, le roi d'Espagne actuel. Ne rentrons pas dans toutes les petites querelles dynastiques qui émaillèrent la monarchie espagnole dans les années 30. Rappelons simplement qu'en 1931, la République est proclamée en Espagne, le roi Alphonse XIII est chassé du trône, la guerre d'Espagne va survenir, Franco va s'établir au pouvoir en Espagne et Franco va appeler pour lui succéder un descendant des Bourbons, un petit-fils du roi Alphonse XIII, c'est l'ancien roi Juan Carlos. Juan Carlos avait des cousins, et un des cousins du roi Juan Carlos, le duc de Ségovie, réclame pour lui et pour ses descendants le trône de France. Il se prétend être un descendant de Louis XIV, ce qu'il est, c'est vrai, et en tant que descendant de Louis XIV, il estime qu'il a le droit de régner un jour sur la France si d'aventure la monarchie était rétablie. L'actuel descendant de ce duc de Ségovie, c'est Louis de Bourbon, qui se fait appeler Louis XX. Il est espagnol, il a grandi en Espagne, mais il a la nationalité française, et il porte le titre de duc d'Anjou.
et il prétend être Louis XX, roi de France, si demain il était appelé à régner. Pourquoi se prétend-il être le roi Louis XX? Eh bien parce qu'il descend en ligne directe du roi Alphonse XIII d'Espagne, lui-même descendant en ligne directe de Philippe, le deuxième petit-fils de Louis XIV. Cette querelle, on sans doute ne connaîtra pas vraiment d'issue, car chacun estimant avoir le droit de régner. Louis XX estime que les traités d'Utrecht de 1713, qui ont obligé son aïeul Philippe à renoncer au trône de France, sont caducs, car personne ne peut faire renoncer un prince au trône. Seule la providence, c'est-à-dire la naissance et la mort, peuvent empêcher un prince de régner ou de ne pas régner. Ce n'est pas un traité qui va empêcher un roi de régner. Les Orléans, eux, ont accepté l'évolution de la France, l'évolution des institutions. Ils sont, on l'imagine certainement, ils seraient certainement pour une monarchie plus constitutionnelle, différente de la monarchie de droit divin. Ils ont compris d'une certaine façon l'évolution de la monarchie. Bref, cette querelle n'aura pas de fin et ce n'est pas le décès cette semaine du comte de Paris qui va changer les choses. Automatiquement, après la mort du comte de Paris cette semaine, son fils s'est proclamé héritier de son père et s'est proclamé chef de la maison royale de France. Voilà, cette querelle, on s'en doute, n'aura pas de fin et c'était l'occasion ici de l'évoquer, cette opposition entre les légitimistes, représentés actuellement par Louis, duc d'Anjou, Louis XX pour les légitimistes, avec maintenant, face à lui, non plus le comte de Paris décédé cette semaine, mais son fils, Jean, duc de Vendôme. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures. Au revoir.